Super, super, super. Ça y est, on est en direct. Bonjour tout le monde pour le live du jeudi, aujourd'hui avec Edna. Bonjour, On a... bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, les petits points techniques, j'accueille celles qui souhaitent nous rejoindre dans le Zoom. D'ailleurs, je vais tout de suite vous mettre le lien puisque vous pouvez venir nous rejoindre avec grand plaisir. Hop. Alors, attendez, hop, je ne vais pas mettre ça, sinon on nous entend. Je vous mets juste le lien Zoom. Tic, 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 tic. Je Ici, vois Peggy qui ici vient de nous rejoindre. et par ici. Voilà, là je pense qu'il y a Peggy qui nous rejoint dans le live, donc c'est super. Bienvenue Peggy. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, et donc là on est en live dans le groupe Facebook Femmes-S, le groupe des femmes uniques aux multiples facettes. Et depuis le mois de janvier, on se retrouve très souvent le jeudi à 13 h avec des personnalités inspirantes. J'ai eu vraiment le plaisir de recevoir plein de femmes qui font des choses merveilleuses ces dernières semaines. Donc aujourd'hui, c'est Edna Guccia. Edna, merci d'être là. Tu sais à quel point je suis contente à chaque fois qu'on a l'occasion de partager. Nous avons partagé dans ta communauté lundi soir. On a passé une belle soirée ensemble à parler eh bien, de conciliation vie pro, vie perso. Aujourd'hui, on va continuer à parler de ces sujets-là ensemble et aussi de ce que nous faisons ensemble au sein de l'École des femmes inspirantes. Donc, bienvenue Edna, je vais te laisser te présenter et merci d'être avec nous ce midi. Écoute, je suis vraiment ravie d'être avec vous tous et bonjour Peggy aussi, que j'ai plaisir à retrouver. Bonjour donc Ida, bonjour à toutes. C'est un vrai plaisir d'être avec toi Ida. Et effectivement, à chaque fois qu'on se voit, qu'on fait des lives, qu'on anime quelque chose ensemble, c'est toujours un immense plaisir. Donc moi, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Edna Guccia, je suis formatrice en discipline positive. Et la discipline positive, c'est une approche éducative et managériale qui est comment on va poser son autorité de façon ferme et bienveillante, c'est-à-dire en posant un cadre et en respectant l'autre, en respectant ce que je suis, mes besoins, ce que je veux pour moi, pour me sentir bien et en respectant avec vraiment cette notion de respect mutuel. Et dans la famille, puisqu'on va parler principalement de la famille, puisque c'est vraiment mon domaine de prédilection et mes premières amours en discipline positive, c'est finalement comment éduquer ses enfants de façon ni permissive ni punitive. C'est vraiment cet équilibre-là qui n'est pas toujours facile à trouver. Et voilà. Et dans ce contexte-là, j'ai créé le blog La Famille Positive. J'ai créé aussi l'Académie du Positif, qui est un petit peu plus large, puisqu'il y a toute la partie santé, bien-être, psychologie positive, etc. Et depuis maintenant 2 ans, on a mis en ligne les ateliers officiels de discipline positive en ligne que j'ai co-créé avec Béatrice Abaté, qui est la clinicienne qui a importé la discipline positive en France. Donc c'est à la fois un immense plaisir aussi et un bel honneur que j'ai de co-animer avec elle ces ateliers. Oui, c'est important de dire que vraiment tu es au plus près de l'origine de ce qu'est la discipline positive, puisque Béatrice Sabaté, en effet, psychologue et la traductrice de Jen Nelson. Et Jen Nelson, c'est elle qui a inventé la discipline, enfin en tout cas structuré la discipline positive, si je ne me trompe pas. Dis-moi. Ouais, exactement, tu ne te trompes pas. Et si on parle un petit peu des origines justement de la discipline positive, c'est une approche qui a été structurée par Jen Nelson et Lynn Lott, toutes deux des Américaines docteurs en éducation. Et elles se sont appuyées en fait sur la théorie d'Alfred Adler et de Rudolf Dreikurs, qui eux sont deux médecins, psychiatres, psychanalystes autrichiens du début du siècle dernier. En réalité, c'était des contemporains de Freud, mais Freud a pris beaucoup de place. Et quand on s'intéresse aux écrits, alors bon, c'est pas toujours très facile à lire, mais quand on s'intéresse aux écrits d'Alfred Adler et de Rudolf Dreikurs, on voit qu'ils sont vraiment d'actualité en fait. Et ils étaient très novateurs dans leur approche de l'éducation.
Et Jen Nelson a fait ce que savent très bien faire les Américains, c'est-à-dire apporter tout le pragmatisme de « Ok, on a une théorie solide, on a sur la base d'études puissantes et sur le long terme. » Et aujourd'hui, c'est important de dire que ces études-là, elles se confirment par les neurosciences, c'est-à-dire on peut confirmer scientifiquement et grâce à l'imagerie médicale tout ce qu'eux, ils avaient pu observer. Et en fait, on a apporté de, OK, on a une théorie solide, on comprend les mécanismes de la psychologie de l'enfant, etc. Mais au quotidien, comment on fait? Parce que c'est bien beau de comprendre, enfin, je veux dire, quand on est parent, on se doute bien que hurler sur son gamin, lui filer des fessées, ou tout ça, c'est pas forcément ni constructif, ni ce qu'on apprécie le plus dans notre parentalité, il faut dire ce qui est. Ouais. Pour autant, ben, on ne sait pas comment faire autrement, souvent quand on arrive là. Donc, Ouais. l'idée, c'est d'apporter des outils vraiment ultra pratiques, ultra concrets pour pouvoir faire autrement, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que tu soulignes, c'est vrai que c'est vraiment cette culture anglo-saxonne qui a permis peut-être de mettre en pratique toute cette culture européenne, très théorisée, très dans la pensée, très développée. Hein. Et là, tu décris vraiment le courant humaniste de la psychanalyse qui a été initié par Freud. D'ailleurs, je vous invite à relire Freud dans le texte. Pas ce que les gens ont dit de Freud, mais ce que Freud dit lui-même directement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déformées et du coup décriées, alors que si on lit dans le texte, on voit l'humanité de ce personnage incroyable qui nous a apporté toute cette ouverture justement sur le fonctionnement humain. Et en effet, ces disciples qui après aussi ont pris leur propre voie, leur propre dissidence aussi parfois, bien font partie en effet de cette, enfin en tout cas Adler que tu décris fait partie de ce courant humaniste. Et mise en pratique par les anglo-saxons et voilà, ouais. Adler et Freud ont travaillé ensemble une dizaine d'années et après, ils se sont séparés parce qu'ils avaient vraiment une vision de l'être humain qui était très différente. Adler avait vraiment cette vision de l'être humain qui est très holistique, où on va avoir l'être humain fait partie d'un tout, est un tout et fait partie d'un tout. Là où Freud distinguait davantage les différentes parties de la personnalité. Voilà. Super, super. Alors, pendant qu'on est en train d'introduire tout ça, on est déjà en train de dire plein de choses sur la discipline positive. Il y a dans le direct sur le groupe Céline, Claire, Nancy, Amel. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la salle Zoom si vous avez envie d'interagir en direct avec nous. Un petit mot quand même, Edna, de dire quand même qu'on se connaît depuis plusieurs années. Hein. On a travaillé toutes les deux dans ce grand groupe qu'est la SNCF avant chacune d'ouvrir nos cabinets et nos activités. Voilà, toi, tu as évolué vraiment vers des champs aussi très différents de ce que tu faisais au départ. Alors peut-être justement, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin pour nous dire qui tu es et qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à ce que tu nous as décrit à l'instant, monter un cabinet autour de la discipline positive, créer la famille positive. Voilà, quel a été le chemin qui t'a amené d'où tu viens et quel a été le chemin? Alors, le chemin… D'où tu viens? D'où je viens. Je viens de SNCF, effectivement, j'ai une formation d'ingénieur méthode, accompagnement du changement et mécanique. Donc là, la mécanique, on n'y est pas tout à fait, quoique les mécaniques. Bien sûr. Mais accompagnement du changement, et c'est là qu'il y a un lien avec ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais hier quand je travaillais chez SNCF. Et c'est ce qui me donne aussi le regard que je peux porter et sur l'adaptation de la discipline positive dans le monde du travail, puisque la relation manager, quel est le rôle du manager, comment finalement je porte mes équipes et je les fais grandir pour aller vers le but, vers le focus de l'entreprise et l'intérêt de l'entreprise. Eh bien, on pourrait aussi comparer la famille à une entreprise familiale, on l'avait évoqué lundi soir, et de se dire finalement quel est notre objectif ensemble de vivre ensemble dans la famille. Et donc, je suis… aussi maman de 3 garçons dans une famille recomposée de 4 enfants. Et en fait, c'est le défi de la famille recomposée qui m'a amenée à la discipline positive, même si j'étais très intéressée par tout ce qui était développement personnel, psychologie positive, connaissance de soi, etc.
Après avoir divorcé, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, qui avait à l'époque donc une fille, elle avait 10 ans. Moi, mes 2 garçons avaient 4 et 6 ans. Et on a eu un enfant ensemble qui a aujourd'hui 10 ans. Et vraiment, la famille recomposée, je crois que c'est les défis plus de la famille qu'on pourrait appeler, qu'on appelle nucléaire. Donc, c'est la famille, entre guillemets, normale, même si la normalité, aujourd'hui, je me méfie de ce terme-là. Et donc, comment on fait pour cohabiter, pour recréer un noyau familial et qu'on passe de bons moments. Ça a été exacerbé aussi par le fait que j'avais mes enfants en résidence alternée et que quand je les avais et que ça ne se passait pas bien, mais j'étais mal parce que je me disais finalement on passe encore moins de temps ensemble, on n'a plus la quantité, comment on fait pour avoir la qualité? Et quand on travaille, c'est quand on travaille, quand on est occupé toute la journée, que les enfants ne sont pas là, c'est pareil le soir quand on rentre. Comment on fait pour que nos soirées, ça soit des soirées qui soient agréables, constructives, où on partage la joie d'être ensemble? J'aime bien, moi, me souvenir. Quand tu fantasmes ton enfant, que tu veux avoir un bébé, tu t'imagines, tu prends ton enfant, tu le câlines, et puis il grandit, ça devient un petit garçon, et on fait des câlins avec maman, etc. Et en fait, un jour, tu te retrouves en train de hurler sur ton gamin, en train de sortir de tes gonds, de péter un câble, de te dire mais bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mérité, où est-ce que je me suis loupée pour en arriver là? Et vraiment, moi, j'ai eu un moment où c'est terrible, mais j'ai eu un moment où je me suis dit, mais en fait, je suis une mauvaise mère, j'y arrive pas. En plus, j'avais pour rajouter le tout, j'avais un ex qui me faisait bien rappeler que je manquais de patience, que j'étais pas forcément à la hauteur, etc. Donc, toutes ces croyances et cette culpabilité qui se mettaient en place parce que de ne pas avoir mes enfants, de travailler la journée, de hurler le soir parce qu'il fallait vite prendre le bain, il fallait vite manger, il fallait vite être au lit, etc. Ça m'a amené à un moment donné à me dire mais non, c'est pas possible. Donc je me suis intéressée à l'éducation parce que j'étais sur tout ce qui était développement personnel, mais vraiment spécifiquement à l'éducation. Et j'ai lu des tas de bouquins. Il y en a certains qui m'ont complètement découragée, il faut le dire, que j'ai refermé. Pourquoi ces livres-là t'ont découragée? Quelles étaient leurs caractéristiques? Alors, ils étaient en fait tellement éloignés de ce que j'étais et de ce que je vivais aujourd'hui et de ce que je me sentais capable de faire que je me disais en fait je n'y arriverai jamais. Trop loin, trop ambitieux, trop parfait, trop. Parfait. Je ne pourrais pas. Ça doit être comme ci, comme ça. Ouais, et je crois que j'ai refermé le livre sur cette phrase-là qui disait maintenant, alors ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez vous jurer de ne plus jamais lever la main sur vos enfants. Et moi, j'ai donné des fessées à mes enfants. Et là, j'ai senti un truc de culpabilité, de me dire, mais en fait, je ne peux pas jurer ça parce qu'en fait, quand on est à bout, quand on ne peut pas et tout, ben en fait, moi, j'en ai donné des fessées parce que j'ai été éduquée avec ça et encore une fois, parce que à ce moment-là, j'ai plus rien d'autre sous la main. C'était très culpabilisant comme proposition et du coup, c'était des livres d'injonction. Voilà, si tu fais pas ça, tu es à côté de la plaque et puis surtout ne fais pas ça parce que ça, c'est vraiment interdit et il va se passer quelque chose de terrible si tu fais ça. Et puis, il y a aussi, aujourd'hui, on entend encore des discours très alarmants sur, voilà, surtout ne levez jamais, je suis en super lumière, ne levez jamais la main sur vos enfants, vous allez détruire ces connexions neuronales, etc., etc. On entend beaucoup de choses qui peuvent être hyper culpabilisantes. Très culpabilisant, très alarmiste, très irréversible aussi. On a l'impression que du coup, on a tout est en l'air, tout est foutu en l'air. Exactement. Il y a même un bouquin qui se dit « Tout se joue avant 6 ans ». Tu sais. Alors justement, j'allais te dire, parce que c'est un des livres que j'ai lu. D'ailleurs, je n'en ai rien tiré. C'est intéressant parce que grâce à toi, on se connaissait, tu m'as fait bénéficier des ateliers de discipline positive, j'étais enceinte de ma petite dernière, vous me suivez, vous le savez, j'ai 4 enfants.
la petite dernière à bénéficier des, des ateliers dans mon ventre. Et c'est là que moi aussi, ça a fait un switch pour être mieux avec mes enfants. Et c'est pas parfait du tout, mais c'est mieux. Et j'ai lu Tout se joue avant 6 ans, des trucs comme ça, mais il ne s'est rien passé. Je n'ai rien pu faire, en fait. J'étais complètement bloquée, en réalité, après avoir lu ces livres-là. Ce qui est hyper culpabilisant, c'est que quand on lit ces livres-là, on prend conscience, effectivement, que ça peut avoir des conséquences d'être dans cette violence éducative, etc. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas grave, ça peut avoir des conséquences. Donc, en fait, on prend conscience, mais comme on n'y arrive pas, c'est encore pire. Ouais. Parce qu'on est conscient et on est incompétent. Oui, conscient et incompétent, c'est exactement comme tu parlais tu disais que tu viens aussi voilà, du domaine de l'accompagnement du changement et de l'éducation. C'est vrai que c'est une des phases. Être conscient, être incompétent et inconscient, ben, au moins on ne le sait pas. C'est bon, je ne sais pas. Mais alors, être incompétent et le moment où on s'en rend compte, et d'ailleurs c'est ce qui se passe beaucoup quand on accompagne, hein, toi comme moi, il y a souvent cette envie d'être accompagné, on se dit allez les choses vont changer, mais alors, et ça c'est quand on se rend compte d'abord qu'on est incompétent, mais il y a un petit élan, on se dit allez, je vais apprendre. Puis après, on se rend compte de l'étendue de l'incompétence. Et alors là, c'est le tsunami, ce que j'appelle, enfin, c'est ce qui est très, très bien représenté par la courbe du changement. Alors là, on dévale la pente. Et c'est là où c'est vraiment très important, en effet, d'être accompagné pour petit à petit devenir un peu plus compétent et conscient qu'on est compétent. Ouais. Et puis à la fin, bah, voilà, vraiment avoir acquis tout ça. Et de nouveau, on ne sait plus qu'on sait. Je vais juste faire un petit appel parce que ça suit hein, au niveau du Facebook Live. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à appuyer sur le lien. Je vous ouvre la salle si vous voulez interagir en direct. Il y a Magali, Laetitia qui nous ont rejoints aussi et Laetitia qui est ravie de nous entendre sur ces sujets. Voilà. Voilà. Donc, le chemin. Alors, du coup, ça m'amène aussi à une autre question. Donc, tu dis que tu lis ces livres. Ces livres, ça vient augmenter ma culpabilité et mon truc. Je referme ça en disant, bah, écoute, tu sais quoi, tout ça, je vais le remettre dans ma bibliothèque et je n'y ai plus touché pendant des mois. Et un jour, j'allais voir une amie à l'hôpital et je me dis, tiens, je vais aller lui acheter un petit bouquin et je tombe en tête de gondole sur un livre, 1 million d'exemplaires vendus, la discipline positive. Et là, je vois comment éduquer avec fermeté et bienveillance. Et c'est vrai que là, il y a ce truc-là de dire fermeté et bienveillance. Et je dis, franchement, si on peut faire les deux à la fois, ça peut être cool. Parce que moi, j'avais vraiment ce truc-là de si je ne suis pas ferme, en fait, je vais tomber dans du laxisme et je vais me faire bouffer par mes gosses. Je ne veux pas d'enfants rois, je ne veux pas de gamins qui font tout ce qu'ils veulent. Et quand je lisais surtout, il ne faut pas dire non, il ne faut pas dire, bah ouais, mais en même temps, ça veut dire qu'on dit oui et qu'on dit oui à tout, et sauf que moi, ça ne me convient pas. Ouais. Donc, cette proposition de comment éduquer avec fermeté et bienveillance, je me suis dit, ça peut être intéressant. Et puis, le mot discipline positive, je l'ai appris par la suite. En fait, ce n'est pas comme je l'avais interprété, je vais vous en dire un petit peu plus. Mais je me suis dit, ça avait quelque chose d'un peu dissonant parce que la discipline, c'est droit, c'est militaire. Tu sais, on pense militaire, on pense à soumettre à une autorité, etc. Et en fait, en réalité, le mot discipline, il a été utilisé par Jen Nelson comme un enseignement, parce que le mot discipline vient de disciplina discipulus, qui veut dire enseigner, et on parle de la discipline positive comme d'un enseignement positif, donc qui s'appuie sur les forces. Et c'est là qu'on rejoint la psychologie positive, qui s'appuie sur nos forces, et c'est de l'enseignement, comme on parle d'une discipline scientifique, d'une discipline sportive. Voilà. Donc, en fait, ça me ravit que tu parles de ça. Parce que j'ai créé une école. Alors, c'est pareil, quand j'ai choisi de faire école, je me suis dit, oh, l'école, il y a des gens qui n'ont pas des bons souvenirs de l'école. Est-ce qu'ils vont vouloir venir chez moi? Et en fait, je me suis dit, non, je garde école, je l'assume, parce que justement, plutôt que d'être devenus des bonnes élèves, j'ai envie qu'on puisse revenir au nom premier d'élève, c'est-à-dire s'élever, grandir, apprendre. Ouais. Et on parle de discipline, justement, j'invite à la discipline
pour mettre en place des choses dans sa vie, notamment sur la conduite des projets professionnels, personnels. Et on utilise ce concept qui vient aussi des anglo-saxons, la blisscipline, hein, qui est cette contracture, hein, entre la discipline et le bliss en anglais, qui est le délice. Avoir du délice d'être en train de faire les choses régulièrement pour en effet apprendre, avancer, grandir. Et au départ, bon, moi je suis pas très bonne en anglais, donc mon oreille avait fourché, j'entendais blesscipline. Et, et après on m'a dit putain, mais oui, mais bless, c'est béni, c'est honoré. Et du coup j'ai gardé les deux, et je dis aussi souvent la blesscipline, le fait d'honorer par la discipline vos projets, vos intentions, ce que vous êtes en train de construire dans votre vie, etc. Donc voilà, ça me ravit de t'entendre parler de l'origine du mot de discipline. Voilà. Ouais. Et du coup ce mix-là entre fermeté et bienveillance, donc ça m'a donné envie, en tout cas, la première page. En plus, je vois sur la couverture, il y a écrit plus d'1 million d'exemplaires vendus. Je me dis, bon, si ça a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires, c'est qu'il doit y avoir quand même des choses intéressantes. Donc, ouais. Et je fais juste une coupure parce que Peggy a mis dans la discussion, merci Peggy, que les genres de livres dont tu parlais avant ne donnent pas d'outils. Oui. Et peut-être que voilà, ça fait vraiment un lien avec la discipline positive qui, pour le coup, est très, comme tu disais, pragmatique, pratico-pratique et très outillée. Alors peut-être que tu peux développer là-dessus. Eh bien oui, il y a plus de 50 outils. D'ailleurs, il y a un jeu de cartes avec de cartes outils. Plus de 50 outils. Ouais, plus de 50 outils. On a de quoi faire. On a de quoi... Il y a de quoi faire. En fait, on pourrait même, il y a le jeu, je crois, c'est 52 cartes. On pourrait prendre une carte par semaine et se dire, OK, en fait, c'est ce qu'on propose aux parents, c'est de dire, bah, cette semaine, je prends une carte et je regarde comment, dans quelle situation, j'arrive à utiliser cet outil-là qui est sur cette carte dans mon quotidien avec mes enfants. Mais c'est génial, c'est génial. Et ça se partage avec les enfants? Et ça se partage avec les enfants. Alors moi, je ne travaille pas avec les enfants, je travaille avec les parents. Parce que justement, il y a aussi ce truc-là qui relève de la psychologie adlérienne, qui est qu'en fait, l'enfant, il est en réaction avec le comportement du parent. Donc, à partir du moment où le parent bouge, à partir du moment où le parent va avoir une attitude différente ou une réponse différente aux attitudes de son enfant, alors inévitablement, l'expérience vécue par l'enfant va être différente et sa réponse va être différente. Donc, on travaille sur le changement du parent qui, un peu comme, si on imagine que l'enfant est une balle qui rebondit sur un mur et que le mur est représenté par le parent, si le mur change d'inclinaison, change de matière, etc., le rebond ne va pas être le même. Et bien, on est exactement là-dedans. On est dans le parent change, et l'enfant va apporter des comportements qui vont être différents. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un point crucial que moi, j'ai vraiment eu énormément de mal à intégrer quand je suis devenue maman et que, pareil, hein, j'avais rêvé que moi, jamais de la vie, moi parfaite, enfin pas parfaite, mais moi, je veux vivre dans cette harmonie de ces enfants formidables que j'ai fait, etc. Et puis, oh mince, ils ont fait des trucs qui n'allaient pas dans mon sens, quoi, un jour. Zut alors. Quoi, ça n'écoute pas? Il n'écoute pas. Ça ne reste pas tout droit. Et en fait, ça marche pas. N'aurais-je pas enfanté cette créature extraordinaire? Bon, voilà, donc là, la réalité. Et en fait, au départ, en effet, j'avais vraiment du mal à savoir quoi faire. J'avais pas d'outils. Et surtout, je me disais, mais il faut que mon enfant se tienne bien. Il faut que ce soit lui qui fasse quelque chose. Et je me rappelle très bien que quand on me disait, oui, mais peut-être si tu fais comme ceci ou si tu fais comme cela, enfin voilà, on m'invitait à changer moi-même, en fait. Je disais, oui, non, mais d'accord, mais bon, quand même, il faut bien qu'il ne mange pas de bonbons. Je renvoyais toujours sur mon enfant. Et quand j'ai commencé, même si j'étais psychologue déjà depuis 10 ans, donc comme quoi, c'est pas parce qu'on apprend des choses dans sa tête qu'on sait les faire, hein. Donc voilà, moi je faisais du recrutement, donc j'élevais pas des enfants. donc voilà, donc il y a des trucs que je ne savais pas faire. Et donc je me suis remise au travail, j'ai thérapie, développement personnel et compagnie et compagnie. Et puis un jour, plutôt dans le milieu du développement personnel, j'entends cette fameuse phrase qu'on entend souvent de Gandhi,
sois le changement que tu veux dans le monde. Alors, ça m'avait énervé comme pas possible. Je disais, oui, non, enfin, quand les enfants sont insupportables, on veut bien être le changement dans le monde, mais enfin, le monde, c'est des enfants insupportables. J'ai vraiment buté sur ce truc-là pendant longtemps. Et puis, à un moment donné, par le travail, par la thérapie, par la compréhension aussi des différentes propositions dans le développement personnel, par la curiosité et par le fait de se dire, bon, allez, je vais m'y mettre maintenant. Je vais quand même essayer, justement, c'est là, je trouve, le grand switch, en fait, entre toutes les thérapies classiques et les thérapies d'accompagnement d'aujourd'hui. C'est maintenant, on fait quelque chose. On se met en action et on regarde ce qui se passe. Et quand j'ai accepté d'aller vers cette curiosité-là et à lâcher un peu toutes mes connaissances et mes représentations, je crois que je sais, eh bien, en effet, je changeais. Et changeant, mes enfants, d'un seul coup, étaient différents aussi. Alors ça, incroyable. Ouais. Et oui, donc c'est pour ça que ce que tu viens de dire là, c'est vraiment tellement important et tellement subtil aussi parfois à toucher du doigt. Mais en fait, moi, c'est ça que j'ai adoré aussi dans la discipline positive, c'est que quand on voit ce concept-là, on se dit, mais bien sûr, évidemment. En fait, c'est logique. C'est logique que si je me mets à hurler sur mon gamin, il va se mettre à pleurer, il va peut-être, ou il va avoir peur de moi. Alors que si je fais preuve de compréhension, il va être aussi plus calme, etc. Donc en fait, et puis alors il y a ça aussi, on apprend, mais on est tout le temps, l'interaction et l'interconnexion que l'on a avec nos enfants font qu'on a des réponses de communication qui vont évoluer dans un sens ou dans l'autre. Et ça, cette mécanique-là, elle est totalement logique en fait. Oui, mais le cran d'après, il me semble, tu me dis ce que tu en penses, mais c'est logique, en effet. Je veux dire, moi aussi, je trouvais ça logique, tu vois, si je crie, mes enfants, ils sont pas bien, et après, en retour, je trouvais ça très logique, tu vois. Mais j'avais toujours ce oui, mais ils sont pas sages. Oui, mais ils font pas ce qu'on leur demande. Donc, qu'est-ce que j'ai moi comme ressort, tu vois? Et le moi comme ressort, c'est pas nécessairement en fait d'appliquer aussi des recettes, mais c'est d'abord ces outils-là, de les utiliser pour soi-même. Et c'est là où je trouve que du coup, quand tu dis « je travaille avec les parents », il ne faut pas croire que c'est des outils aussi comme on peut beaucoup voir, calendrier sur le frigidaire. Il n'y a pas d'outil magique en plus. En plus, il n'y a pas d'outil magique. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une cinquantaine d'outils dans sa besace. C'est que tous les outils ne marchent pas avec tous les enfants. Oui, tous les outils ne marchent pas avec tous les parents non plus. Parce que vraiment, c'est ce chemin de développement personnel, je pense, que tu fais faire aussi avec les parents. Parce que tous les outils ne conviennent pas avec les parents, parce qu'il y a des parents aussi qui ne vont pas être à l'aise avec certaines postures parentales. Donc, c'est comment je vais m'aligner avec ce qui est OK pour moi. C'est le domaine du négociable. Et qu'est-ce qui n'est pas négociable? Et là, en fait, ça fluctue d'un parent à l'autre. Et ces outils-là, qui sont encore une fois très, très pratico-pratiques, et il n'y a pas un outil, un problème, un outil. En général, on a un problème, on a plusieurs outils qu'on peut mettre en œuvre. Et c'est ça qui est fabuleux parce que c'est pas OK, baguette magique, oh, il se passe ça, tac, je sors ça. C'est ouais, tiens, je vais essayer ça. Et puis quand on est bien équipé, et ben, si ça ne marche pas, il y a le plan A, il y a le plan B, il y a le plan C, etc. Donc, on va pouvoir jouer avec un certain nombre d'outils, et quand on les maîtrise tous, et ben en fait on voit qu'on les combine, on les assemble, c'est un peu comme des briques et des Legos, tu vois. Et au fond, c'est encore une fois cette histoire qu'on répète nous inlassablement quand on accompagne les personnes, qui est d'apprendre à se connaître. Tu as évoqué le fait de quelles sont mes limites, quel est le cadre que je fixe, parce que j'ai des besoins, donc il faut que je fasse connaître aussi dans quel environnement je circule, et j'ai besoin de circuler moi aussi pour être bien. Donc on revient toujours à ce fondamental-là qui est qui je suis, comment je fonctionne, comment je peux le dire. Fluctue en fonction de l'instant, du contexte, etc. Oui. Quand on est sous stress, nos besoins, ce n'est pas du tout les mêmes que quand on pense que tout va bien, etc. Voilà. Donc, c'est… Ouais. Et comment ensuite je le formule. Et comment ensuite je le formule. Ouais. De façon… Ouais.
respectueuse et sans voilà, prendre soin de soi. Et ça, c'est encore une fois le fait de prendre soin de soi en tant que parent. Ça va être la clé aussi pour pouvoir prendre soin de nos enfants. Parce que si on n'est pas bien, on ne peut pas prendre soin des autres et être bien avec les autres, en fait. Ouais. Donc, dans le groupe Facebook, il y a aussi Christelle qui nous a rejoint. C'est chouette. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Il y a Géralda aussi. C'est super. N'hésitez pas à poser vos questions dans le groupe femmes si vous préférez rester dans le groupe. Comme ça, on peut les prendre aussi au fur et à mesure. Peut-être, Peggy, tu auras une question, si tu veux soit la poser en ouvrant le micro, soit la mettre dans la discussion. Une réaction ou un commentaire. Une question. Merci de me donner la parole. Alors moi, je connais bien Edna, je l'ai rencontrée il y a plusieurs années aussi. Et effectivement, quand elle a fait son cheminement vers la discipline positive, j'ai pris des outils aussi qu'elle a pu me confier. J'ai essayé de mettre en pratique avec mes 3 enfants aussi. Et c'est vrai que c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment un parcours extraordinaire qu'Edna a et qui m'a beaucoup apporté. C'est quoi, peut-être, on peut témoigner un peu toutes les 3, mais vraiment la transformation entre l'avant et l'après-discipline positive. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? C'est quoi la chose la plus marquante pour chacune Je de pense vous? qu'il y a vraiment le truc de sortir de la culpabilité. Ouais. Je crois qu'il y a vraiment, moi, ça a été j'ai trouvé que déjà la lecture du livre a été hyper déculpabilisante pour moi. C'est-à-dire, j'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit d'être imparfaite. Et j'ai même le droit de me tromper parce qu'en fait, quand je me trompe, c'est des opportunités d'apprentissage. Ce matin encore, allez, je vous partage un truc. Ce matin encore, je suis partie en stress parce qu'on s'est rendu compte au moment de partir à l'école que c'était la première journée du vélo. En fait, ils font du vélo à l'école, ils apprennent à faire du vélo à l'école. Et du coup, il fallait partir avec le vélo. Sauf que le vélo, il a passé quasiment tout l'hiver dans le garage et qu'au moment où on prend le vélo, les roues étaient à plat. Et là, gros stress. En plus, c'est sur le chemin, on part. Il y a le vélo, zut, on a oublié. Donc, on revient, on prend le vélo et là, je vois les pneus sont à plat. Et là, je suis partie, mais je dis, je déteste ça, ça me met en stress, etc. Donc, mon stress, communiquer à mon fils, bien évidemment. Je vais arriver en retard, on va être en retard et tout. Et je dis, oui, écoute, maintenant, là, oui, on va être en retard, ça c'est sûr, on va être en retard, mais tu ne peux pas partir, et puis je t'accompagne, etc. Mon vélo, moi, c'était vélo électrique, j'ai un vélo électrique, pareil, passé tout l'hiver dans le garage, j'avais plus un pet de batterie, donc il faisait 25 kilos le machin, j'étais au bout de ma vie quand je suis arrivée à l'école. Et je suis arrivée, et mon fils était dans un état de nervosité, et moi, pareil, suante, dégoulinante, etc. Parce que j'avais... Et en fait, je l'ai senti, il était tellement mal, et on a rebaissé le truc, je me suis calmée, et j'ai dit... non, excuse-moi, vraiment, je me suis excusée parce que c'était mon stress. Et je pense que j'ai complètement aggravé la situation en étant dans l'état dans lequel j'étais. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas toi, j'aurais dû y penser, je le savais, j'avais mis un rappel, je l'ai vu et je n'ai pas réagi à ce moment-là, etc. En fait, il était en stress grave par rapport à sa maîtresse et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Donc, je l'accompagnais jusque dans sa classe et c'est moi qui me suis excusée auprès de la maîtresse et ça a été. Mais tout ça pour dire en fait, c'est ça. On peut être équipé et heureusement, bon sang, maintenant j'ai des ados. Des fois, je me dis, mais heureusement que je suis équipée parce que ça pourrait être des situations aussi très compliquées. On a beau être équipé, en fait, on reste humain. Bien sûr. Et quand on fait des erreurs, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on reste buté dans son truc? Non, c'est comme ça que ça doit se passer, pas autrement. Ouais. Ou est-ce que je repose les choses? Et tu disais, du coup, la grande transformation pour toi, ça a été de lâcher la culpabilité. Et ça peut paraître paradoxal. Moi, je travaille beaucoup sur la gestion du paradoxe, justement. Mais c'est probablement parce que tu as lâché la culpabilité que tu es en mesure de t'arrêter et de dire à ton fils, excuse-moi. Oui.
c'est parce que je ne me sens pas coupable que précisément, je suis capable de dire à l'autre, oh là là, j'ai fait un truc qui ne va pas. Vous voyez, ça, c'est paradoxal. Hein. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a lâché la culpabilité qu'on est capable de dire, oui, là, en fait, c'est de ma faute. C'est vraiment extrêmement intéressant, ce point. Ouais. Et on a à tort on peut croire que le fait de s'excuser pour un comportement qu'on a eu, ou s'excuser, on peut croire que c'est parfois pour certaines personnes, ça peut être un aveu de faiblesse. Je veux dire. Et en réalité, nos enfants, ils apprennent avant tout par l'observation. Combien de fois on demande à un enfant, tu vas t'excuser pour ce que tu viens de faire, ou excuse-toi d'avoir frappé ton frère, ta sœur, ton copain, d'avoir pris sans demander, etc. Sauf qu'en fait, un enfant, s'il n'a jamais vu quelqu'un s'excuser sincèrement, hein, il ne s'agit pas de dire bon, c'est bon, pardon. S'excuser sincèrement, j'insiste sur ce que tu dis là. S'excuser sincèrement, comme tu as fait là. Tu t'es arrêté, tu as regardé ton fils dans les yeux, j'imagine, tu ne l'as pas dit, mais il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu une présence, une qualité de présence pour dire, écoute, là, en fait, non, c'est pas le cadre, justement, ce que je suis en train de faire. Et pardon, maintenant, on va aller voir la maîtresse, etc., etc. Et vas-y, excuse-moi, je voulais vraiment insister sur le s'excuser sincèrement. Sincèrement, il est hyper important parce que si on applique des outils sans avoir une intention sincère, l'intention, en fait, elle prime. Le sincèrement, il est lié à l'intention. Si on n'a pas une intention qui est sincère, en fait, utiliser des outils, ça devient de la manipulation. Ouais. Donc, il y en a, ils vont dire, ah bah oui, mais en fait, si tu parles comme ça à ton enfant pour le faire obéir, finalement, c'est de la manipulation. C'est des outils de manipulation par rapport à ton enfant. Non, parce que l'intention, elle est là. C'est qu'on soit bien les uns avec les autres. C'est qu'on puisse atteindre et respecter le cadre sans que ça parte dans les tours, sans qu'on s'énerve, sans que je vienne abîmer aussi le lien que j'ai envie d'avoir avec mes enfants. Ouais. Et je vais faire le pont sur mon expérience à travers la discipline positive, sur ce qui, moi, a fait le switch. Moi, c'est vraiment cette notion de fermeté et bienveillance. Et justement, quand tu dis mon intention, dans fermeté, moi, je vois aussi une idée de droiture. Voilà, il y a des fois où je dévie, mais il y a un moment donné où justement, je suis en mesure de pouvoir me recentrer sur ce qui est important. Et là, je vais être solide, en fait. Voilà. Et je vais chercher cette intention, cette solidité, et dans la bienveillance, mais dans la bienveillance pas bisounours, dans la bienveillance originelle, là aussi, du terme. Je vais veiller à ce qui est bon pour moi, pour mon enfant, pour la famille, pour l'environnement de manière générale. Et parfois, ce bien, il n'est pas marrant à mettre en place. C'est pas nécessairement agréable, en fait. C'est pas nécessairement agréable de dire on mange pas des bonbons toute la journée, quoi. Hein? Oui, et cette droiture dont tu parles, moi aussi, alors ça m'a apporté aussi autre chose, la discipline positive, c'est qu'avant, du coup, je me posais beaucoup de questions. Alors, les gens qui ne se posent aucune question, en général, ils ne viennent pas me voir. Mais quand on se pose des questions sur est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, je me posais beaucoup de questions et c'est clair que la discipline positive, ça m'a aidé à avoir des réponses. Et quand je prends une décision éducative concernant mes enfants, je sais que c'est la meilleure décision que je suis en train de prendre. J'en suis certaine parce que encore une fois, mes décisions, elles sont éclairées. Elles ne s'appuient pas sur un feeling où, bah oui, mais moi, mes parents, quand je faisais ça, mes parents, ils me faisaient ça. Ouais, en fait, est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que je suis en train de construire la relation que je veux avec mes enfants? Est-ce que je suis en train de construire les enfants qui vont devenir des adultes demain? Est-ce que je les aide à grandir? Parce que c'est ça aussi. Il y a aussi ce truc-là en discipline positive, c'est qu'on a une vision sur le long terme. Finalement, on recentre aussi le rôle du parent. C'est quoi le rôle du parent? Nos enfants, c'est dans le philosophe, nos enfants ne nous appartiennent pas. En fait, ils naissent, effectivement, on leur donne la vie, ils grandissent. Mais pendant cette période-là de l'enfance, quel est notre rôle? Notre rôle, en discipline positive, on dit qu'en fait, il est de les équiper, de les faire grandir, de les aider à grandir
pour pouvoir prendre leur envol et se sentir bien dans leur basket. Et en fait, quand on regarde, tous les parents veulent ça pour leur enfant. Je rebondis parce que dans mon livre Femme-S, qui est sorti l'année dernière, je parle de la maternité et je dis que la maternité a été un acte politique pour moi. Je sais qu'un jour, j'ai dit ça à table, la personne qui était à côté de moi s'est étranglée. On était en train de manger un magret de canard. Le magret de canard, il restait coincé dans la gorge. Alors, j'étais enceinte de ma 4e et je disais ça au sens de... j'ai fait 4 enfants et j'ai continué à travailler. Il y avait pour moi quand même quelque chose de l'idée pas de démonstration que c'était possible. Voilà. Évidemment, j'ai voulu avoir mes enfants, j'adore mes enfants, mais il y avait aussi ce point-là qui était que comme j'avais décidé que je n'arrêterais pas de travailler pour avoir mes enfants, je voulais aussi en faire un acte de démonstration de possible, du champ des possibles. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Mais l'autre acte politique, et ça, pour le coup, on le partage tous, c'est qu'on fait grandir des citoyens, des futurs citoyens dans ce monde qui vont devenir indépendants, responsables, autonomes, en mesure d'avoir ce libre arbitre pour leur vie. Donc, c'est ce que tu dis là aussi parfaitement, la discipline positive. Moi, ce qu'il y a eu dans les premières pages du livre qui m'avait marqué, c'est comment on passe d'un modèle où on obéit, donc un modèle autoritaire où les enfants obéissaient aux parents, du coup, devenus grands, ils obéissaient à leur patron, puis ils obéissaient à tout ce que la société leur disait, y compris les choses les plus absurdes, à un être libre de penser, de communiquer, d'être en accord et en désaccord, d'exprimer ses besoins. Parfois, ça permet de faire évoluer aussi le cadre, parfois ça ne marche pas, mais on peut circuler et c'est le terreau de la démocratie quand même, ce sujet-là dont on est en train de parler. Alors, pour la petite blague ou le petit truc d'humour, c'est que c'est vrai que ça fait des enfants qui disent ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que quand ça ne leur convient pas, quand il y a quelque chose qui ne leur convient pas, ils n'ont pas de crainte à l'exprimer à l'adulte en disant en fait, là, ce qui se passe, ce n'est pas OK pour moi. Des fois, il y a des adultes qui ne l'acceptent pas vraiment et que quand tu te trouves face à un enseignant qui, lui, est dans cette verticalité, ça peut poser problème. Voilà, et après, on est là pour le soutenir et aller voir les enseignants si après. Mais le respect, si un enfant, il va dire, en fait, ce qui se passe là en cours, ça ne me convient pas, peut-être l'autre, il va lui dire, écoute, en fait, moi, je ne te demande pas ton avis. En fait, j'exprime quand même mes besoins. Et s'il reste respectueux, parce que c'est quand même aussi une des valeurs que l'on transmet, le respect mutuel, c'est OK, quoi. Simplement, tout à fait. Besoin. Alors, je voudrais juste donner la parole à Peggy parce que je regarde l'horloge et j'ai encore une question à te poser avant qu'on ne termine. Peut-être, oui, ça va trop vite, il faut qu'on en refasse. Peggy, peut-être toi, la transformation, le grand bond. Alors moi, il y a eu 2 choses, il y a eu 2 outils extraordinaires. L'outil principal, c'est le temps de pause. Dire à mon enfant, écoute, là, on ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je prends mon temps de pause à moi, toute seule, je vais réfléchir et quand je serai un peu moins énervée, je reviendrai te voir pour qu'on en rediscute. Et ça a changé ma vie complètement parce qu'aujourd'hui, mes enfants, quand ils s'énervent ou quand ils sont fâchés, c'est « Ah, je vais faire mon temps de pause, quoi ». Et ça, c'est génial, c'est juste génial. Je rebondis vite fait sur quand Edna raconte qu'effectivement, il y a des adultes qui ne comprennent pas les enfants qui disent exactement ce qu'ils pensent. J'ai mon fils de 10 ans, donc à l'âge de celui d'Edna, qui dit ce qu'il pense aussi. Et des fois, c'est non, en fait, j'ai pas envie de te faire de bisous parce que j'aime pas, quoi. Et les adultes, c'est si, il est obligé de dire bonjour. Non, il n'est pas obligé de te faire des bisous. Il peut te dire bonjour comme ça. Il a été respectueux avec toi. Il n'est pas obligé de t'embrasser. Non, il n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation. Et ça, c'est très, très compliqué pour les adultes. Ouais. Edna, je voudrais t'emmener sur le terrain de ce qu'on fait ensemble et de la coopération qu'on met ensemble. Alors voilà, là on a beaucoup parlé de la parentalité. À chaque fois je pose cette question-là à chaque femme inspirante qui vient ici. Toi, si je te dis femme-S, comment ça résonne cette idée de femme unique aux multiples facettes? Ça te parle, ça résonne? Tu aurais envie de dire quoi là-dessus, toi? Bien sûr. Femme unique aux multiples facettes, femme unique parce qu'il y a vraiment cette unicité et le fait d'être un tout dans un tout et en même temps
tellement de facettes, tellement d'aspects de notre personnalité, à la fois à explorer parce qu'on ne les connaît pas. Il y a un certain nombre de facettes qu'on exprime de façon totalement inconsciente. Et quand on en prend conscience, quand on s'intéresse un petit peu à la construction de la personnalité, il y a toutes ces facettes-là. Et quand on parle femme aux multiples facettes, on va penser à la femme maman, on va penser à la femme active, on va penser à la femme on va penser à la femme qui est l'enfant de ses parents, on va penser à toutes ces choses-là et tous ces aspects de la vie sociale. Mais les multiples facettes, c'est aussi tout ce qui fait notre personnalité. Et je trouve ça, justement, multiples facettes. Il y en a qui s'expriment plus que d'autres, même si je pense, on le sait aussi dans différents modèles de personnalité, qu'on a toutes les facettes qui s'expriment plus ou moins finalement chez nous. Et c'est utiliser aussi le plein potentiel de chacune de ces facettes. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux dire un peu comment tu contribues toi aussi à l'École des femmes inspirantes Alors, par rapport au programme, tu parles? Ouais. Eh bien, on a décidé effectivement d'apporter cet aspect-là de la discipline positive. C'est comment je prends ma place à la fois de femme et de mère dans le foyer, dans la famille, et que ce soit encore une fois, dans une famille recomposée, dans une famille monoparentale, dans une famille, voilà, quelle que soit l'histoire. Et puis moi, c'est vrai que j'ai connu pas mal de modèles ou de parentalité, on va dire, et donc apporter ces outils-là viennent faciliter finalement à la fois la compréhension de ce que l'on est, de ce que l'on veut, de là d'où l'on vient, parce qu'en discipline positive, on comprend aussi que en étant ce que je suis à la fois un modèle, mais je suis aussi une expérience pour mes enfants. Donc on imagine bien que mon style de personnalité va avoir une influence sur la personnalité de mon enfant. Un enfant qui grandit avec des parents qui sont cool, qui vont aller surtout éviter le conflit parce qu'on n'aime pas ça, ou des parents qui sont très exigeants, ça va forcément avoir une incidence sur l'enfant. Et ça, on vient aussi l'explorer. Donc, tout ça pour dire que la discipline positive va être une ressource complémentaire à la fois de compréhension et d'outillage, parce qu'encore une fois, on est sur des outils hyper concrets. Tout à l'heure, Peggy parlait du temps de pause. Ça, c'est un des premiers outils qu'on aborde. Et je crois que Jen Nelson, un jour, a dit, s'il y a un seul outil que vous devez vous rappeler, c'est le temps de pause, parce qu'on ne résout rien à chaud. On ne peut pas résoudre un conflit. On ne peut pas, quand on est énervé, utiliser en fait, notre cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau qui va nous permettre de trouver des solutions, qui va nous permettre d'être raisonnable, qui va nous permettre de prendre du recul. Donc, le temps de pause… Et on voit à quel point ce que tu es en train de dire là vaut pour la parentalité, et tu as parlé du management, c'est la discipline positive dans le management, bien sûr, et vaut pour nos relations de manière générale. Je pense que dans la situation dans laquelle on est actuellement, si on pouvait tous se rappeler qu'à un moment donné, justement, faire un temps de pause pour calmer les esprits, et reprendre les choses plus à froid, c'est ce qui permet de sortir du conflit. On y gagnerait sans doute beaucoup à un niveau qui nous dépasse, individuellement, je veux dire. Donc oui, merci de rappeler ça. Et en cas aussi que moi, depuis que je connais bien la discipline positive, je vois à chaque fois que je découvre, que j'explore plus profondément une approche de développement personnel, de connaissance de soi, etc., en fait, je trouve des liens qui existent vraiment entre la discipline positive. Ce qui en fait aussi une approche très complète, plus complète que d'autres, et ça vraiment, ça aussi, parce que j'ai exploré les autres approches éducatives, qui en fait une approche ultra complète et qui vient prendre, tu l'as dit, prendre soin du lien que l'on tisse avec les autres, que ce soit nos enfants, que ce soit notre conjoint, que ce soit nos collègues, que ce soit nos amis, que ce soit… Du coup, ce que ça veut dire, parce que donc en effet, si vous venez dans l'école des femmes inspirantes, maintenant vous pouvez bénéficier aussi de l'accompagnement d'Edna sur la discipline positive en tant que maman, mais aussi en tant que manager, en tant que chef de projet, en tant que, je ne sais pas, si vous avez des implications associatives, politiques, ça va bien au-delà de la sphère intime familiale. C'est vraiment un outil qu'on peut découvrir même
même quand on n'a pas d'enfant, j'ai envie de dire. C'est ça que je trouve absolument extraordinaire. J'aime bien dire que c'est un style de vie en fait qu'on va développer et c'est une approche de la relation à l'autre qui va être différente. Et c'est vrai que vis-à-vis des enfants, plus facilement, on va pouvoir s'énerver ou lâcher nos nerfs. C'est ça le paradoxe aussi là, c'est qu'on se lâche et on sort la version de soi parfois la plus sombre avec ceux qu'on aime le plus au monde, ce qui est quand même un paradoxe et il y a de quoi être triste de ça. Mais la tristesse, c'est pas grave, hein, c'est bien, c'est un bon signal pour se dire tiens, il y a un truc qui est pas OK et peut-être qu'il est temps que ça se termine, hein, puisque la tristesse, c'est ça aussi, c'est quelque chose qui se termine et de passer en effet à un autre mode de vie. J'aime bien que tu dises ça, mode de vie, c'est parlant, je trouve, philosophie de vie, mode de vie. Style de vie. Style de vie, voilà, style de vie, tu as dit, oui, tout à fait. Bon, génial, génial. Il est 13h51, on ne va pas pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin, mais donc en tout cas, voilà, vous savez plein de choses, vous pouvez réécouter en replay cet échange extrêmement riche. Vous pouvez donc bénéficier de tout l'accompagnement d'Edna au sein de l'École des femmes inspirantes et aussi te contacter. Donc, je vais te laisser finir par ça. Comment est-ce qu'on peut rentrer en lien avec toi si on a envie vraiment d'aller spécifiquement sur ce terrain de la discipline positive? Alors, eh bien, la famille positive, on me retrouve sur les réseaux sociaux sous le nom de Edna de la famille positive. Donc, la famille positive, c'est facile à retenir. Et du coup, vous tapez la famille positive, vous allez me retrouver. Et je suis sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, j'ai même créé un podcast maintenant sur Spotify. Donc, quand on me cherche, en général, on me trompe. Bon, voilà, donc Edna Guccia de la famille positive, merci infiniment. Vous qui êtes dans le groupe Femmes-S sur Facebook, mettez-nous un petit commentaire pour savoir s'il y a un mot avec lequel vous avez envie de repartir ce midi, ce serait lequel. Je vais laisser encore un petit peu ouvert le temps que vous mettiez ça dans le chat. Merci Peggy d'avoir été avec nous dans la salle Zoom et bien à très vite Edna. Merci beaucoup d'avoir été là ce midi pour transmettre autant de messages. C'est extrêmement riche ce qu'il y a. J'invite vraiment à réécouter le replay. Il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu nous as transmis ce midi. Donc voilà, donner beaucoup de valeur à ce live exceptionnel. J'ai adoré ce live et merci à chaque fois. Et à la fois être à tes côtés, parler de la discipline positive parce que je suis vraiment une passionnée et j'aime transmettre. Et ça, c'est... Voilà, je pourrais en parler pendant des heures. On sent bien, voilà, exactement. Mais c'est l'apéritif. Et après, venez nous voir. Voilà. Passez une très très belle après-midi. Comme j'ai l'habitude pour vous quitter, mais on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. À très bientôt. À bientôt.